Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes en 2016. C'est la 30e édition, ça va bientôt toucher à sa fin, donc on est tous un peu fatigués. Et je suis avec Adrien Martineau, le PDG de Days of Wonder. Salut Adrien, est-ce que ça va? Ça va bien, effectivement c'est dimanche soir, mais bon ça s'est bien passé, donc on est un peu fatigué, mais bon c'était bien, c'était bien. Alors, vous avez sorti un jeu il n'y a pas très longtemps, Quadropolis. Vous avez beaucoup de tables de Quadropolis, bien évidemment, aussi de Five Tribes et d'autres jeux Days of Wonder. Alors, Quadropolis, est-ce que tu peux nous résumer en 2-3 mots ce que c'est? Alors Quadropolis, moi j'ai tendance à dire la meilleure description en fait, c'est que c'est un SimCity. Moi j'ai beaucoup joué moi quand j'étais un peu plus jeune, on va dire, beaucoup au SimCity, au City Building Builder sur ordinateur. Et donc je décris vraiment, c'est un petit SimCity, chacun va faire sa petite ville, on a quatre manches, chaque manche dure 4 tours et on va construire pendant ces 4 manches un maximum de bâtiments dans notre ville et les interactions entre les bâtiments vont scorer. Un parc ça score plutôt près des habitations mais pas près d'une usine et ainsi de suite. Donc c'est un jeu qui joue en un peu moins d'une heure, qui est du familial plus, on a à partir de 8 ans, 8-10 ans. Et avec deux modes, un mode classique et puis un mode expert avec un peu plus de bâtiments, plus de variations, un jeu en 5 manches un peu plus long et donc qui s'adresse à tous les publics vraiment quoi. Donc quand tu dis tous les publics, est-ce que c'est parce que le jeu est modulable? Est-ce que c'est parce que le jeu est modulable ou Non, c'est parce que je pense que le corps de règle est super simple. Donc la manière de prendre les bâtiments est très simple. Je le compare un peu à Small World, c'est-à-dire que dans Small World, le cœur de règle est très simple. La conquête, faire un déclin, prendre des points de victoire est très simple. La richesse vient de la variation des pouvoirs et de la combinatoire. Quadropolis, c'est un peu pareil. Le cœur de jeu est très simple. Comment je prends un bâtiment, j'active un bâtiment. Et la variation vient dans comment je score, quelles sont les combinaisons possibles entre les bâtiments et ainsi de suite. Donc en fait c'est un jeu qui commence très bas mais qui a une très forte courbe de difficulté, je pense, enfin d'apprentissage, pardon. Il y a un vrai apprentissage dans le sens où plus tu joues, plus tu vas comprendre comment les bâtiments interagissent ensemble et quelles sont les grandes lignes directrices en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'au début tu vas un peu découvrir en mettant les choses un peu à côté les unes des autres et puis au bout d'un moment tu dis ah oui, les ports vont scorer un maximum comme ça, les services publics vont être très forts comme ça, ainsi de suite. Donc moi j'en suis à 200 ou 300 parties avec le développement et tout. Je regarde plus le système de score, je l'ai dans la tête, c'est gravé dans ma mémoire. Mais je sais que tel type de bâtiment, je vais les jouer de cette manière-là. Et donc au fur et à mesure, ouais, tu apprends et tu fluidifies ta réflexion. Et tu te focalises sur d'autres choses en fait. Alors du coup, tu parles de 200-300 parties en interne, en développement. Vous développez les produits comment chez Days of Wonder? Est-ce que vous avez des processus d'édition particuliers? On n'a pas, en termes de développement, on n'a pas vraiment de processus. Ça va en fait dépendre de quel est le niveau de finition, on va dire, du jeu quand on le signe. On va avoir des jeux qui sont des fois très bien réglés, où le développement est très simple. Five Tribes, le développement en fait en interne a été très court par exemple. Bruno est arrivé, il avait un jeu qui était fini, j'ai envie de dire, à 97%. Quadropolis, on a fait beaucoup de développement, pas parce que le jeu n'était pas fini, le jeu était réglé, le jeu était très bien fait en termes de mécanique. On a passé beaucoup de temps avec François sur des petits réglages de score. C'est-à-dire chaque bâtiment score de sa manière, et donc on a dit ah celui-là il est un peu faible, donc s'il est un peu faible on l'a rehaussé, mais du coup tout a bougé, et voilà, donc on a fait beaucoup de développement sur des micro-points. C'est-à-dire qu'on a passé un an sur 2-3%, 5% du jeu en fait vraiment quoi. De l'affinage, ce qu'on appelle le fine-tuning en anglais. C'est vraiment de l'affinage, du fine-tuning quoi. C'est vraiment sur le un point par-ci, un point par-là quoi. Est-ce qu'il y aura une application sur Quadropolis? Moi j'aimerais bien. Donc on va dire que oui à terme. Aujourd'hui le développement, la partie digitale des Days of Wonder en fait s'occupe de l'ensemble du catalogue d'Asmodée. Donc il y a un tas de projets qu'on a envie de faire. Quadropolis est nouveau. On va voir si le jeu fonctionne, trouve son public. Aujourd'hui ça paraît prématuré de faire une application d'un jeu de société et de la lancer en même temps que le jeu. Parce que on ne sait pas trop et quelque part il faut que la base peut-être de jeu installé soit suffisamment grande pour que les gens aillent chercher la version numérique. J'allais dire que ça dépend effectivement de l'installation et puis même de la lourdeur du projet en termes de développement. Il y a des projets qui vont demander beaucoup plus de développement que d'autres, j'imagine. En fait, le développement d'une application coûte beaucoup plus cher que le développement d'un jeu de société. Développer un jeu de société, quand l'auteur vient de prendre le projet, tu vas peut-être avoir 1-2 personnes qui vont faire le développement, un graphiste, quelque part. Donc la partie vraiment de développement, ben, ça va être 2-3 personnes pendant 6 mois. Une application, ça va être 5 ingénieurs pendant un an. Donc initialement le coût est beaucoup plus élevé, donc le risque est plus fort. Donc effectivement il faut que tu aies un moyen de te rassurer et donc de développer quelque chose dont tu sais qu'il y a un public existant pour ça.
D'accord, bah écoute, merci pour ces éclairages sur les applis. Hors caméra, hier et il y a à certains moments autres, on a discuté de la stratégie de com de Days of Wonder. Donc tu m'as dit que tu voulais absolument que Days of Wonder ne pousse qu'un seul produit à la fois. Alors que vous avez des locomotives, on va encore parler anglais, des flagships avec par exemple les Aventuriers du Rail ou Small World. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Nous, en fait, on a une stratégie qui est assez simple, c'est qu'on essaye de donner un maximum de chance quand on sort un jeu. Quadropolis vient de sortir. Notre intérêt, c'est de dire que c'est ce jeu-là qui fait l'actualité chez nous, donc on va lui laisser du champ. C'est-à-dire qu'il sort et dans les mois qui viennent, on va continuer à communiquer dessus, on va organiser des choses. Et on n'a pas envie aujourd'hui peut-être de commencer à communiquer de manière officielle sur des nouveaux produits, parce qu'à un moment donné, on va s'auto-concurrencer. Et les gens qui disent Quadropolis, eh ben, effectivement ça m'intéresse. Il y a de la lumière ailleurs, je vais aller voir ailleurs. Donc on a intérêt en tant qu'éditeur de dire voilà, ça c'est notre sortie, on met un gros spotlight dessus et on lui laisse la possibilité de fonctionner. Alors après bon, si le jeu ne marche pas, on va embrayer sur autre chose. Mais si le jeu marche, on va du coup continuer à faire du tournoi, de l'animation. Donc on essaye de ne pas trop se faire concurrence à nous-mêmes, que nos jeux ne se concurrencent pas entre eux. Donc c'est pour ça qu'on essaye effectivement sur certains jeux, notamment sur Aventuriers du Rail, on cloisonne un petit peu et on va commencer à communiquer sur des nouveautés Aventuriers du Rail plus tard, quand on sera effectivement plus proche de leur date de sortie. Et on leur laissera à elles-mêmes, à ces nouveautés-là, le champ nécessaire aussi pour qu'on puisse communiquer dessus. Les gamers vont chercher la nouveauté, ils améliorent l'information et je comprends, ça c'est bien sûr. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a tout aussi une partie très business derrière. Donc nous, on travaille donc avec Asmodée qui a racheté Days of Wonder, mais on travaille aussi beaucoup avec des distributeurs, des boutiques, et ces gens-là ont besoin d'informations aussi. Si là, sur un salon par exemple comme Cannes, je vais faire jouer des jeux qui ne sont pas encore annoncés, des extensions Aventuriers du Rail, les gens vont commencer à en parler. Et puis derrière, il y a une boutique, je dis une bêtise, mais peut-être au Danemark, qui va appeler son distributeur chez qui est les jeux des Offenders, qui dit ben alors, c'est quoi? Parce que moi, je ne suis pas au courant de ça. Le distributeur, il va appeler son éditeur, il dit ben alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Tu n'en as pas parlé? Et donc en fait, si tu commences à diffuser des bouts d'informations quelque part, tu te rends compte que des tas de gens qui derrière travaillent le produit, ont des demandes de clients, des choses comme ça importantes, n'ont pas l'information. Donc on ne peut pas non plus dire à droite on va en parler de ce produit-là et à gauche pas en parler. Les gens ne vont pas comprendre. Et Aventuriers du Rail aujourd'hui est tellement diffusé dans le monde que les gens font attention. Et donc dès qu'il y a un truc Aventuriers du Rail qui sort quelque part, ils vont faire attention à ça, quoi. Donc il faut à un moment donné attendre qu'on soit prêt aussi à communiquer à l'ensemble de la profession. Et les boutiques ont l'information, les distributeurs ont l'information. Et là on est prêt à en parler publiquement. Et du coup, un an après l'As d'or du prix expert de Five Tribes, pour toi, c'est devenu quoi? Est-ce que c'est devenu presque le deuxième Aventurier du Rail? Est-ce que ça se place très au-dessus de la moyenne de tes jeux? C'est quoi? Alors, ça se place au-dessus de la moyenne. Pour nous, c'est vraiment un succès. On est très content de Five Tribes et au bout d'un an et demi, le jeu continue à mieux se vendre et on fait des extensions, des nouveaux pays. En fait, on fait des traductions pour de nouveaux pays. C'est loin d'Aventuriers du Rail. Enfin, nous, Aventuriers du Rail, on en est aujourd'hui à quasiment 4 millions de boîtes vendues dans le monde. Il faut encore beaucoup de chemin pour Five Tribes, mais je lui souhaite, tu vois. Small World, aujourd'hui, on vend encore plus de Small World qu'on vend de Five Tribes. Donc pour nous, c'est sur le catalogue des Offenders, c'est un numéro 3, numéro 4, quoi, tu vois, clairement en termes de succès. Ouais. Ok, tu parlais de traduction, on a discuté avec ton traducteur et un gestionnaire de projet, donc Antoine, il n'y a pas longtemps, et il nous a dit que Quadropolis, c'était un jeu que pour la première fois, vous traduisiez en 9 langues simultanément. Pourquoi est-ce que vous passez simplement de 2-3 langues, anglais, français et probablement allemand, à une panoplie de langues aussi vaste? En fait, c'est lié à deux facteurs. Généralement, ce qu'on faisait, nous, on préfère effectivement sortir 3-4 langues au début. On regarde ce que donne le jeu. Si le jeu fonctionne, les autres pays vont venir naturellement vers le jeu. Sur Quadropolis, il y a deux choses. Un, le jeu a beaucoup plu chez beaucoup de pays avec lesquels on travaille. Et deux, il est très simple à localiser. C'est un jeu sur lequel il y a la boîte, les règles. Derrière, tu vois que le matériel n'a pas de texte, les petits helpers n'ont pas de texte. Donc en fait, c'est un jeu sur lequel on a pu faire 9 langues, si tu veux, en un temps où généralement on peut en faire effectivement que 2 ou 3. Quoi. Ok, écoute, c'était vraiment sympa de t'avoir. Je crois qu'il faut que je te libère parce que tu as des rendez-vous, nous aussi en plus. Mais du coup, on va te souhaiter une excellente fin de festival, je pense. Merci beaucoup, salut. À bientôt sur Ludovox.